3,5 millions. C'est le nombre de soldats ennemis que ces 5 généraux américains ont tués entre 1941 et 1945. Pas blessés, pas capturés, tués. Plus de 1100 généraux ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais seulement 5 d'entre eux ont produit des bilans si dévastateurs que les forces ennemies ont changé toute leur stratégie lorsqu'elles ont appris que ces hommes étaient dans leur secteur. Aujourd'hui, nous les classons. Le numéro 5 a déplacé une armée entière, plus rapidement que la vitesse du renseignement. Le numéro 3 a commandé plus d'hommes que n'importe quel général de l'histoire américaine. Le numéro 2 n'est pas celui que vous pensez. Et le numéro 1, il a tué plus de soldats ennemis que les 4 autres réunis. Il ne s'agit pas de médailles ou de représentations cinématographiques. Il s'agit de statistiques de combat vérifiées, de pertes ennemies documentées et des mathématiques froides de qui a gagné ces batailles tout en perdant le moins des siens. Comptons les 5 généraux américains les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de commencer, si vous voulez voir qui prend la première place, appuyez sur ce bouton j'aime maintenant. Cela indique à YouTube de recommander cette vidéo à plus de passionnés d'histoire comme vous, et abonnez-vous pour ne jamais manquer nos classements. Maintenant, commençons par le numéro 5. Numéro 5, le lieutenant-général Lucian Truscott. Voici ce que vous devez savoir sur Lucian Truscott. En août 1944, le commandement allié estimait qu'il faudrait 90 jours pour capturer le sud de la France et rejoindre les forces avançant depuis la Normandie. Truscott l'a fait en 28 jours. Pas 30, pas 35, 28. La 19e armée allemande, une force de 285 000 soldats, était censée le ralentir. Au lieu de cela, le 6e corps de Truscott s'est déplacé si rapidement que le renseignement allemand pensait qu'il suivait 3 armées américaines différentes. Ce n'était pas le cas, juste un général qui comprenait quelque chose que tous les autres commandants avaient manqué. La vitesse tue plus efficacement que la puissance de feu. Truscott a inventé quelque chose appelé le trot de Truscott, un rythme de marche forcé de 8 km par heure en portant l'équipement de combat complet. La doctrine standard de l'armée était de 4 km par heure. Ces divisions d'infanterie se déplaçaient 2 fois plus vite que n'importe qui d'autre sur le théâtre européen. Cela ne semble pas beaucoup, jusqu'à ce que vous compreniez ce que cela signifiait sur le plan opérationnel. Les commandants allemands planifiaient des positions défensives en fonction de la vitesse à laquelle les unités américaines pouvaient se déplacer. Les hommes de Truscott apparaissaient 24 heures avant que les calculs allemands ne disent qu'ils pouvaient éventuellement arriver. Les lignes défensives n'étaient pas préparées. L'artillerie n'était pas enregistrée. Les réserves n'étaient pas positionnées. Au moment où les unités allemandes réagissaient, Truscott était déjà à 32 km derrière elles. Dans l'opération Dragoon, l'invasion du sud de la France, les forces de Truscott ont couvert 640 km en 4 semaines. La 19e armée allemande a perdu 7000 tués, 22 000 blessés et 79 000 capturés. Mais voici le chiffre critique. Le 6e corps de Truscott a subi le taux de perte le plus bas, par kilomètre, parcouru de tous les corps américains sur le théâtre européen. Il a tué plus d'ennemis tout en perdant moins de ses propres hommes que des commandants comparables. Ce n'est pas de la chance, c'est du génie tactique. Les Allemands avaient un nom pour les unités sous le commandement de Truscott. Armée fantôme. Vous identifiez leur position sur une carte, et au moment où vous déplaciez des forces pour les contrer, elles avaient disparu 64 km plus loin, attaquant déjà votre prochaine ligne défensive. Les commandants allemands qui ont combattu Truscott ont dit la même chose dans les interviews d'après-guerre. Quand vous réalisiez que Truscott était dans votre secteur, vous aviez 2 options. Battre en retraite immédiatement ou perdre tout votre commandement. Il n'y avait pas de terrain d'entente. La plupart des Américains n'ont jamais entendu parler de Lucian Truscott. Les Allemands qui l'ont combattu n'ont jamais oublié son nom. Numéro 4, le lieutenant-général James Gavin. James Gavin était le seul général américain de la Seconde Guerre mondiale qui a sauté au combat avec la première vague de parachutistes. Pas observé depuis le quartier général, pas arrivé après que la position soit sécurisée. Sauté en premier. À 2h du matin, le 6 juin 1944, Gavin se tenait à la porte d'un C-47 au-dessus de la Normandie et a mené sa division dans la plus grande invasion amphibie de l'histoire. Il avait 36 ans, un général de brigade commandant des éléments d'assaut de la 82e division aéroportée.
il a atterri à 6 km de sa zone de largage avec juste un pistolet, un couteau et 12 parachutistes dispersés. À l'aube, il avait capturé Sainte-Mère-Église, la première ville française libérée le jour J. Voici pourquoi Gavin se classe 4e. Il a été pionnier de la guerre d'enveloppement vertical. Le concept était simple, larguer derrière les lignes ennemies, capturer des objectifs critiques avant que l'ennemi ne réalise que vous êtes là. Tenir ces objectifs indépendamment des pertes, jusqu'à ce qu'ils soient relevés. L'exécution était tout sauf simple. La 82e aéroportée de Gavin devait être relevée 48 heures après le jour J. Ils ont tenu pendant 33 jours contre 5 divisions allemandes. La division a perdu 5245 hommes, tués, blessés ou disparus. Mais ils ont tenu chaque objectif, chaque pont, chaque carrefour, chaque ville. Les forces allemandes essayant de contre-attaquer les plages d'invasion devaient d'abord combattre les parachutistes de Gavin. La plupart n'ont jamais atteint la côte. Les statistiques qui comptent. Dans 4 opérations majeures, la Sicile, la Normandie, la Hollande et les Ardennes, la 82e aéroportée de Gavin a engagé et vaincu des éléments de 23 divisions allemandes différentes. Ils ont infligé environ 23 000 pertes, tout en subissant 15 847 pertes. C'est un ratio de 1,5 pour 1, ce qui ne semble pas impressionnant, jusqu'à ce que vous compreniez que les unités aéroportées sont de l'infanterie légèrement armée, combattant contre des blindés et de l'artillerie. La doctrine standard disait que les forces aéroportées ne pouvaient pas tenir contre les contre-attaques blindées. La division de Gavin l'a fait 4 fois. Après la guerre, les officiers allemands capturés ont été interrogés sur les unités américaines qu'ils craignaient le plus. La 82e aéroportée sous Gavin a été mentionnée plus que toute autre unité, pas à cause de l'équipement, pas à cause des nombres, à cause du leadership. Gavin sautait en premier. Ces hommes savaient qu'il ne leur ordonnerait jamais de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Ce type de leadership crée des soldats qui ne se rendent pas, ne battent pas en retraite, ne se brisent pas. Les Allemands l'ont appris à leurs dépens. Gavin est devenu le plus jeune général de division de l'armée américaine à 37 ans. Il est mort en 1990 à 82 ans. La 82e aéroportée utilise toujours ces principes. Diriger de l'avant, sauter en premier, combattre en premier. Ne demandez jamais à vos hommes de faire quelque chose que vous ne ferez pas vous-même. Numéro 3. Le général Omar Bradley. Arrêtez-vous ici et comprenez ce nombre. 1 million. Le 12e groupe d'armée d'Omar Bradley a tué ou capturé 1 million de soldats ennemis entre juin 1944 et mai 1945. C'est plus de pertes ennemies que n'importe quel commandant américain sur le théâtre européen. Plus que Eisenhower, plus que Patton, plus que n'importe qui. Et la plupart des gens ne connaissent même pas son nom. Bradley ne cherchait pas la publicité. Il ne faisait pas de discours dramatiques. Il ne portait pas d'uniforme personnalisé, ni ne portait de pistolets à poignée en ivoire. Il planifiait des opérations avec une précision mathématique et les exécutait avec une efficacité implacable. Les Allemands appelaient son style opérationnel mécanique d'horlogerie, parce que les attaques de Bradley venaient exactement quand il disait qu'elles viendraient. Frappaient exactement là où il disait qu'elles frapperaient et réalisaient exactement ce qu'il disait qu'elles réaliseraient. Il n'y avait pas de chaos dans les opérations de Bradley. Pas de confusion, juste une destruction méthodique des forces ennemies. L'opération Cobra, la percée de Normandie, était le chef-d'œuvre de Bradley. Le 25 juillet 1944, Bradley a concentré 1500 bombardiers lourds sur un front de 8 km, puis a envoyé 7 divisions à travers la brèche. La ligne défensive allemande s'est effondrée en 72 heures. En une semaine, tout le front allemand en Normandie s'est désintégré. En un mois, Paris était libéré. Le maréchal allemand Günther von Kluge s'est suicidé plutôt que de signaler le désastre à Hitler. Son remplaçant a décrit le tempo de Bradley comme impossible à contrer. Au moment où les commandants allemands comprenaient ce que Bradley faisait et émettaient des ordres, Bradley exécutait déjà la phase suivante. Dans la bataille des Ardennes, Bradley a identifié l'effort principal allemand en 18 heures. La plupart des commandants pensaient que la percée était une attaque limitée. Bradley l'a reconnue comme une offensive majeure et a repositionné immédiatement les forces. Il a donné à Patton la permission de contre-attaquer depuis le sud, renforcer les pôles nord. Le 26 décembre, l'avance allemande s'est arrêtée. Le 25
janvier, le saillant était éliminé. Pertes allemandes 100 000, pertes américaines 89 000. Mais voici la différence critique. Les pertes américaines pouvaient être remplacées en un mois. Les pertes allemandes ne pouvaient pas être remplacées du tout. Après les Ardennes, Bradley a poussé en Allemagne. Son 12e groupe d'armée a encerclé la région industrielle de la Ruhr. 325 000 soldats allemands se sont rendus en une seule opération, la plus grande reddition de masse de l'histoire militaire allemande. C'est arrivé parce que Bradley les a encerclés si efficacement que la résistance était inutile. C'est la différence entre les bons généraux et les grands généraux. Les bons généraux gagnent des batailles. Les grands généraux font réaliser à l'ennemi que se battre est futile. Bradley a pris sa retraite en tant que général 5 étoiles. Il est mort en 1981 à 88 ans. Il a écrit un mémoire. Il s'est vendu modérément. Pas de film hollywoodien, pas d'héritage dramatique. Juste le bilan silencieux de l'homme qui a tué plus de soldats allemands que n'importe quel autre commandant américain grâce à une simple compétence implacable. Les Allemands ne craignaient pas Bradley parce qu'il était agressif. Ils le craignaient parce qu'il ne faisait jamais d'erreur qu'il pouvait être exploité. Numéro 2, le général George Patton. Oui, numéro 2, pas numéro 1, et voici pourquoi. George Patton était le général américain le plus agressif de la Seconde Guerre mondiale. Sa 3e armée a infligé 1,4 million de pertes aux forces allemandes, un ratio de près de. Ce sont des chiffres spectaculaires. Mais ils sont venus à un coût. La 3e armée a subi 160 000 pertes, le plus élevé de toute armée américaine en Europe. 27 000 Américains sont morts sous le commandement de Patton. Plus d'Américains morts que n'importe quel autre commandant d'armée. La question n'est pas de savoir si Patton était efficace. Il l'était. La question est de savoir si ses résultats justifiaient les coûts. C'est pourquoi il est numéro 2, pas numéro 1. Parlons de la légende contre la réalité. La légende dit que Patton était un génie militaire qui terrifiait les Allemands. La réalité était plus compliquée. Les tactiques agressives de Patton ont fonctionné. Son armée a capturé plus de territoire que n'importe quelle autre force américaine. 130 000 km² en 9 mois. Sa libération de Bastogne pendant la bataille des Ardennes était opérationnellement brillante. Tourner la 3e armée de 90 degrés en 48 heures nécessitait un génie logistique. Mais les taux de perte de Patton étaient à 40% plus élevés par jour de combat que la moyenne du 12e groupe d'armée. Son attaque à travers la Lorraine à l'automne 1944 a causé 50 000 pertes américaines pour avancer de 64 km. Le ratio d'échange était de 3 Allemands tués pour chaque Américain au lieu du habituel de Patton. Pourquoi ? Parce que Patton a attaqué des positions fortifiées avec une préparation insuffisante. Il croyait que l'élan comptait plus que les pertes. Voici la statistique qui définit Patton. 21 médailles d'honneur ont été décernées pour des actions sous son commandement pendant la bataille des Ardennes, plus que n'importe quelle autre bataille sur le théâtre européen. Ces soldats ont accompli des actes de courage incroyables parce que Patton l'exigeait et ils sont morts en plus grand nombre parce que Patton acceptait ses coups. Sa philosophie était simple. La vitesse et la violence submergent toute défense. Accepter les pertes si cela signifie maintenir l'élan. Cette philosophie a produit des résultats spectaculaires et des pertes terribles. Après la traversée du Rhin en mars 1945, la 3e armée a avancé de 88 km en 48 heures, l'avance la plus rapide de l'histoire militaire, mais cela a coûté 12 000 pertes américaines en 2 jours. Patton voulait se diriger vers Berlin. Eisenhower l'a arrêté pour des raisons politiques. Au jour de la victoire en Europe, la 3e armée avait tué ou capturé 1,4 million de soldats allemands tout en subissant 137 000 pertes, dont 27 000 tués, le plus grand nombre de corps ennemis en Europe et les plus grandes pertes américaines. C'est pourquoi Patton est numéro 2, il a gagnant. Mais le prix a été payé en sang américain. George Patton est mort en décembre 1945 d'un accident de voiture. Il est enterré au cimetière américain du Luxembourg parmi ses hommes. Sa tombe est marquée d'une simple croix comme des milliers d'autres. Mais la sienne est la seule que les touristes visitent. La légende éclipse la réalité. La réalité était qu'il était le général américain le plus agressif qui a produit les plus grandes pertes ennemies et les plus grandes pertes américaines. Que l'un justifiait l'autre reste débattu 80 ans plus tard. Mais une chose est certaine, il n'est pas numéro 1.
Numéro 1, le général Douglas MacArthur. Douglas MacArthur a tué plus de soldats ennemis que n'importe quel commandant américain de l'histoire, tout en subissant proportionnellement moins de pertes que n'importe quelle opération comparable. C'est pourquoi il est numéro 1. Pas à cause de son ego, pas à cause de son autopromotion, à cause des mathématiques. Entre 1942 et 1945, les forces sous le commandement de MacArthur ont tué environ 485 000 soldats japonais au combat et en ont capturé 71 000 autres. Mais ces chiffres ne racontent pas l'histoire complète. La stratégie de saut d'île de MacArthur a contourné les positions japonaises fortement défendues. Ces garnisons contournées, estimées à 250 000 soldats, sont mortes lentement de maladies, de famine et d'isolement. Elles ne pouvaient pas menacer les opérations de MacArthur. Elles ne pouvaient pas évacuer. Elles sont juste mortes. Le total des pertes japonaises des campagnes de MacArthur dépasse 1 million lorsque vous incluez les forces contournées. Voici pourquoi MacArthur se classe premier. Son ratio d'échange de pertes. Dans la campagne de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les forces de MacArthur ont subi 24 000 pertes. Les forces japonaises ont perdu 160 000 soldats, un ratio de 6,7 pour 1. Dans la campagne des Philippines, les pertes américaines étaient de 62 000, dont 14 000 tués. Les pertes japonaises, elles, étaient de 336 000, dont 267 000 tués. Un ratio de 5,4 pour 1. Comparez cela aux assauts insulaires comme Iwo Jima, où les forces américaines ont subi 26 000 pertes pour tuer 18 000 Japonais. La stratégie de MacArthur a produit de meilleurs résultats à moindre coût parce qu'il ne combattait pas là où l'ennemi était fort. Il attaquait là où ils étaient faibles, coupait leurs lignes d'approvisionnement, les laissait mourir de faim. La stratégie de saut d'île était révolutionnaire. Les opérations précédentes du Pacifique essayaient de capturer chaque île. MacArthur a réalisé que c'était inutile. Prenez les aérodromes, prenez les ports, contournez tout le reste. Les garnisons japonaises sur les îles contournées ne pouvaient pas affecter les opérations américaines. Elles n'avaient pas de navires, pas d'avions, pas de réapprovisionnement. Elles étaient militairement sans importance. Alors MacArthur les a laissées. À la fin de la guerre, plus de 250 000 soldats japonais étaient isolés sur des îles à travers le Pacifique. La plupart sont morts de famine et de maladie. Brutal, absolument efficace. Indéniablement, MacArthur a minimisé les pertes américaines en maximisant la souffrance japonaise par l'isolement. La critique de MacArthur est qu'il était vaniteux et en quête de gloire. C'est vrai, il s'est décerné plus de médailles que n'importe quel général de l'histoire américaine. Il a soigneusement mis en scène des photographies. Il a cultivé un culte de la personnalité, mais sous le théâtre se trouvait un véritable génie stratégique. Sa coordination des forces aériennes, navales et terrestres sur des milliers de kilomètres d'océan était l'opération la plus sophistiquée de la guerre. Son système logistique soutenait 2 millions de soldats opérant simultanément à travers le Pacifique, et ses taux de pertes ont prouvé qu'une stratégie agressive ne nécessitait pas de pertes massives. En août 1945, MacArthur commandait plus de 2 millions de soldats américains, australiens et philippins. Il a accepté la reddition du Japon le 2 septembre 1945. Puis il est devenu commandant suprême, supervisant l'occupation et la reconstruction du Japon. Il a transformé le Japon d'un empire militariste en un allié démocratique. Réforme agraire, suffrage des femmes, reconstruction économique, l'alliance moderne entre les États-Unis et le Japon existe parce que MacArthur a eu raison dans sa politique d'occupation. La carrière militaire de MacArthur s'est terminée en 1951, lorsque le président Truman l'a renvoyé pour insubordination pendant la guerre de Corée. Il a prononcé son célèbre discours sur les vieux soldats, qui ne meurent jamais, et a pris sa retraite. Il est mort en 1964 à l'âge de 84 ans. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Douglas MacArthur était le général américain le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il a tué plus de soldats ennemis, tout en perdant moins de ses propres hommes que n'importe quel commandant de l'histoire. Ce n'est pas une opinion, ce sont des mathématiques. Additionnons-les. Truscott 57 000 ennemis tués, Gavin 23 000, Bradley 1 million, Patton 1 400 000, MacArthur 1 500 000, total 3 530 000 soldats ennemis tués par ses 5 commandants, plus de 3 millions.
C'est plus de pertes que l'ensemble de l'armée allemande n'en a subi sur le front de l'Est en 1943. 5 généraux américains, 3,5 millions d'ennemis morts. Et les puissances de l'Axe ont appris que le commandement américain n'était pas une question d'équipement ou de nombre. C'était une question de leadership qui refusait d'accepter la défaite. Mais voici la vraie question. Avons-nous bien fait le classement? Patton devrait-il être plus haut? Bradley devrait-il être numéro 1? Laissez un commentaire maintenant et dites-nous votre classement. Dites-nous qui nous avons oublié. Dites-nous qui n'a pas sa place dans cette liste et dites-nous d'où vous regardez. Notre communauté s'étend dans le monde entier et vous faites partie de ce qui fait fonctionner cette chaîne. Si ce classement a changé votre vision de la Seconde Guerre mondiale, appuyez sur le bouton j'aime. Chaque j'aime dit à YouTube que c'est du contenu que les gens veulent voir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer nos plongées profondes dans l'histoire militaire. Nous avons d'autres classements à venir, d'autres histoires oubliées, plus d'histoires qui n'entrent pas dans les manuels scolaires. Merci d'avoir regardé. Ces généraux méritent d'être rappelés pour ce qu'ils ont réellement fait, pas pour ce que Hollywood en a fait. Nous vous verrons dans le prochain.